En 1984, le génialissime Nicolas Cage retrouvera son ancien ami Sean Penn, avec qui il avait tourné, entre guillemets, dans sa chauffe au lycée Ridgemont, dans un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Je suis Alexis Duclos, accompagné par Julien Asunsao. Salut Alexis. Et vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage, juste parce qu'on est un petit peu con. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir le film, parce qu'on est bizarre et qu'on veut voir si nos souvenirs sont quand même bons. Et aujourd'hui, on parle des Moissons du Printemps. Oui, Les Moissons du Printemps, donc Racing with the Moon dans son titre original, est un film américain de 1984 réalisé par Richard Benjamin. Donc avec, comme tu l'as dit, Sean Penn, mais aussi Elizabeth McGovern, et puis évidemment notre Nicolas Cage national dans les rôles principaux. Donc ça raconte l'histoire de deux jeunes Américains, donc en 1942, qui décident de s'engager dans les marines. Mais avant de s'embarquer sur le front, ces deux vieux amis vont avoir le temps de faire les 400 coups, et le 401e leur fera trouver l'amour pour l'un et l'amitié pour l'autre. Est-ce que c'est un film que tu avais déjà vu, Alexis ? Alors non, je l'avais jamais vu. Puis je sais pas pour toi, mais moi, j'en avais même jamais entendu parler. Je ne connaissais pas du tout. Donc là, on retrouve... c'est un thème un peu commun des films du début de la carrière de Nicolas Cage. Bon, cette fois, il a l'air d'être un peu moins présent parce qu'il apparaît pas sur l'affiche. On retrouve notre ami Sean Penn qu'on avait déjà vu dans Fast Time at Ridgemont High. Donc on va voir si cette fois c'est vraiment un personnage principal. Ça a l'air d'être quand même d'être dans un délire un petit peu différent de Fast Time. Ça a l'air beaucoup plus sérieux. Je pense qu'il est quand même un petit peu central. Pas le personnage principal, mais il est pas... c'est pas non plus un personnage... c'est pas un extra, quoi. Et je m'attends à voir peut-être quelque chose d'un peu plus dramatique de la part de Nicolas Cage sur ce film. Pour la petite histoire, on le rappelle, ça a l'air d'être en fait tout simplement un film sur les dernières journées de deux adolescents ou de deux jeunes adultes avant qu'ils se fassent déporter pour la guerre. Enfin, déporter... Oui, c'est au moment de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu drôle parce que je m'attends à... Birdie, c'est au Vietnam, mais je m'attends que ce soit... j'ai un peu l'impression que c'est le début de Birdie, où les deux potes qui partent à la guerre avant, puis Birdie, c'est les deux potes quand ils reviennent de la guerre, mais je m'attends vraiment pas à ce que ce soit... drôle ni rien, je m'attends à ce que ce soit assez dramatique, je m'attends à ce que ce soit doux amer. Pas grand chose à dire sur ce film-là d'après tout ce qu'on voit sur IMDb. Je suis curieux, puis ça m'amuse de revoir Sean Penn avec Nicolas Cage, peut-être dans un rôle un peu plus important cette fois-ci. Et aussi notre ami Crispin Glover qui est de retour. Ça je ne savais point. Oula. Et voilà. Ça. Donc il y a déjà toute une bande là qu'on a revu déjà dans plusieurs films, donc. Il a sa petite famille un petit peu là déjà. C'est le retour du casting de Best of Times. Bon curieux de voir ça. Moi aussi. On est parti. On est parti. Dickie, why do I let you work here? Because when the heat's on, there's nobody can lay down a set of pins faster than me. I'm the best you got. No, you're not. Oh. Well, then, you got me, boss. Donc on est de retour après avoir vu Les Moissons du Printemps, et comme toujours on va commencer par un petit déroulé du film, et bien sûr, je vous préviens dès à présent, il va y avoir des spoilers, donc si vous avez pas envie de vous faire spoiler, rentrez chez vous.
Et on commence directement le film avec un petit Sean Penn des familles, tout joyeux, tout gentil, qui court, qui marche tranquillement avec son air un peu... À part si t'as vu le film en accéléré, c'est ça? T'étais en x5, le mec il court tout le long du film. T'as pas compris, putain, pourquoi il court tout le temps? Il va être super fatigué. Non, il commence, il marche. C'est le matin, il marche sur une traque de chemin de fer. Puis il s'arrête au niveau de deux enfants qui posent des comment on appelle ça? Des pièces. Des pièces, exactement, des pièces sur la traque parce qu'ils veulent que le train les écrase. Et donc il les regarde avec son air un peu teubé. Puis il s'allume une petite clope. Puis il regarde le train écraser les pièces tranquillement. Ah putain, alors moi cette scène, mais j'avais pas du tout compris ça au début. C'est trop bizarre. Comment ça? Bah en fait j'ai l'impression qu'il marchait sur les rails mais qu'il allait se faire écraser quoi par le train et qu'il regardait les gamins en disant hé oui, vous voyez moi je reste sur les rails, j'ai pas peur. Et là ça fait champ contre champ et il s'est téléporté. On a l'impression qu'il a bougé, maintenant il est plus sur les rails quoi. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Hein. Il y a une espèce de l'impression qu'il a claqué les doigts et hop. J'y suis. Donc déjà dès le départ, on voit deux des trois choses qui sont les plus importantes du film, Sean Penn et les trains. Et on enchaîne ensuite, les enfants récupèrent leurs petites pièces qui ont été écrasées par le train, puis tout d'un coup, hop, on passe à un magnifique travelling de la ville dans laquelle ils se trouvent, qui est une ville sur une côte, et on voit écrit Noël 1942. Et on coupe et on retombe sur Sean Penn qui prend des cours de piano. Donc il joue du piano, mais il le joue moyennement bien. Bah, en fait, au début, puis après il part en impro et tu dis oh ça va, il gère en fait. Parce que là, il essaye juste de faire du classique, puis là, il est pas très bien, puis à chaque fois, il y a son prof qui lui dit, ah non, c'est comme ça qu'il faut faire, ah, il essaye, non, c'est comme ça qu'il faut faire, puis tout d'un coup, il s'énerve, ah, il se met à faire du jazz, et ah, oula, ça énerve le prof qui est pas payé pour faire du jazz, apparemment, puis le prof s'en va, Sean Penn se fait frapper par sa mère parce que bah c'est pas bien, faut pas faire ça. Bon ça va, enfin il se fait pas tabasser non plus hein. Non, il se fait gronder quoi. Ouais, elle lui met des coups de comment t'appelles ça de torchon je pense. Oui voilà. Elle le frappoune avec du torchon. Puis voilà, ça fait fuir le prof de piano. Ah oui, qui a très peur des torchons. Non, mais on voit tout de suite que c'est un enfant un peu rebelle. Voilà, mais pas tant là, c'est juste un petit trublion quoi. Il aime le fun. Puis là sa mère lui dit ah mais je pensais que tu voulais jouer au Carnegie Hall qui est une place pour jouer de la musique classique. Puis le gars lui fait ah j'ai jamais voulu faire ça. Blablabla. Puis là il faut qu'il parte parce que bah il est en retard pour l'école je crois. Il va travailler. Ah il va travailler, ouais c'est vrai, exact. Elle lui dit justement tu vas te défoncer les mains à travailler et après tu pourras plus les utiliser pour jouer au piano. Et là il lui dit bah j'ai besoin d'argent. Qui est une bonne raison. Donc il s'en va. Et là il commence à courir dans la rue et là on a une petite musique sympathique. T'es sûr qu'il court là? Il a sa pomme là. Il court pour de vrai là. Non, parce que il courait alors qu'il marchait. Il court, il trottine, quoi. Ouais. Il est pas en course un petit problème avec ça, il trottine, il a sa petite pomme dans la main, puis à un moment il fait genre, il arrive devant un, comment on appelle ça? Pas un grillage, mais une barrière, une petite barrière, ouais, une petite barrière, il fait genre que c'est une barinette. Il fait genre que c'est un gars qui joue au football avec sa pomme, puis hop, il saute la barrière, il se fait poursuivre par un chien, il saute une deuxième barrière, puis il dit ah tu deviens vieux le chien. Donc là on apprend très très rapidement que Sean Penn est un petit trublion qui aime jouer avec les chiens et avec les gens. Donc il continue à trottiner, il s'amuse, blablabla, il est content. Et là il arrive sur une côte et il voit une fille qui danse et il semble épris par cette demoiselle. Bien sûr il fait rien. Et ensuite Sean Penn arrive dans une place à bowling où une certaine personne est en train de travailler. Une certaine personne propre comme un sous-neuf. Qui travaille à replacer les quilles parce qu'on est en 1942, je vous le rappelle, c'est pas du tout automatique, donc c'est des gars qui replacent des quilles. C'est un vocabulaire de 1942. Exact. Ok. Thème. Je comprends mieux. Je suis thématique aujourd'hui. Et c'est à peu près à 6 minutes du film, on voit Nicolas Cage vraiment jeune, musclé dans un beau Marcel Blanc qui replace des quilles quoi. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. En fait, les gens tirent et font tomber les quilles et t'as deux mecs derrière qui se dépêchent de les remettre en place pour que les gens puissent enchaîner. Et d'ailleurs, on a le droit à un petit moment humoristique avec un certain monsieur, une certaine personne. Un habitué du podcast, on peut dire maintenant.
grand ami de Nicolas Cage lui-même, le formidable Crispin Glover, qui est là pendant 3 minutes dans le film, Ouais, t'es gentil. qui joue un gosse de riche qui Gatsby Boy. Gatsby Boy, qui continue à balancer sa balle de bowling, sa boule de bowling, pardon. Ouais, lui, il vise pas les quilles, lui, il vise Sean Penn. Il vise Sean Penn. Et Sean Penn derrière, mais qui arrête pas de lui gueuler dessus en lui disant attends au moins que j'ai remis les quilles pour les balancer, bien sûr. Crispin n'a pas envie parce que c'est Crispin et que c'est un connard, puis donc il balance ses quilles tout le temps. Et là, on est même pas à 7 minutes. Et Sean Penn s'énerve et il commence à partir sur la Il décide d'aller lui casser la gueule, quoi. et décide d'aller casser la gueule à Crispin Glover, et on a le droit à un magnifique gros plan sur Nicolas Cage qui fait oh boy, here we go. Mais avant, on a oublié un tout petit truc super important pour toute l'histoire, c'est que pendant que Crispin Glover essaye de péter les pieds à Sean Penn, Nicolas Cage explique à Sean Penn que il a besoin d'un double date, d'une autre personne pour faire un double rendez-vous, pour que lui puisse sortir avec sa copine, parce que sinon le père de sa copine ne veut pas que sa fille sorte à moins qu'il soit accompagné. Donc il essaye de convaincre Sean Penn de venir, en lui disant trouve quelqu'un et viens. Et il est genre, ok. Allez, je le fais pour toi. Et là, il s'en va péter la gueule à Crispin Glover. Mais ça sera pas Crispin Glover qui va être invité, hein, donc. Non, donc c'est pas grave. A priori, ça matche pas entre eux. Et là, on a le droit à une scène qui est quand même assez amusante. Enfin, moi, elle me fait vraiment délirer pour aucune raison, parce que on a Sean Penn qui arrive, qui lui met un gros coup de poing dans la face. Ça fait saigner Crispin Glover, et apparemment ça envoie du sang sur sa sœur, je pense, la sœur à Crispin Glover qui est derrière. Gatsby Girl. Ouais, il a bien saigné. Ouais, il pisse le sang, et on a le droit genre au patron du bowling qui vient séparer Sean Penn de Gatsby Boy, pendant que Nicolas Cage est en train de nettoyer le sang qui est sur le il leur dit ouais, vous pouvez vous tabasser, mais pas sur les pistes. Ouais, en fait pas ça ici, parce que c'est 1942, hein, c'est correct. Et Nicolas Cage est en train de nettoyer le sang qui est tombé sur Gatsby Girl, qui est tombé sur Gatsby Girl à un endroit très très particulier, puisque c'est juste sur sa poitrine, et il est juste en train d'essuyer le sang, et à un moment il se barre, puis il en a juste rien à foutre. J'ai même pas fait gaffe. T'as pas fait gaffe? T'as juste genre Cage qui a une tête de con parce qu'il est en train littéralement de poser sa main sur la poitrine de la fille, parce qu'il est genre ça part pas. Et à un moment justement quand l'autre dit vous avez le droit de vous battre mais allez dehors. Et là il fait Nicky qui est Nick Cage, Nicky, viens t'occuper de ton pote parce que ça m'énerve. Donc le gars est obligé de partir de son activité qu'il avait l'air apparemment extrêmement content de faire. Et c'était vraiment très bizarre comme scène. Et là on est pas à 8 minutes du film, et on apprend que ça nous donne un peu une idée de qui est qui. On a Ouais, mais c'est pour ça que j'ai rien compris au film. Ça change tout. C'est exact. On a Henry qui est justement le gars un petit peu impulsif, qui est quand même gentil et sympathique, et on a Nick Cage qui est un peu un tombeur de femmes, qui lui a décidé de sortir avec tout ce qui bouge avant de partir à la guerre. Et juste après, on a une petite technique de fourbe de ces années-là. On voit Nick Cage et Sean Penn qui sont dans le garage en train de remplir des bouteilles à moitié de gin et à moitié d'eau. Parce que le gars leur a dit j'ai besoin de plus de gin, donc C'est comme ça qu'on fabrique du gin. C'est bien connu. Et donc juste à ce moment-là, ils croisent une fille qu'ils ont l'air de connaître, qui se fait qui s'engueule avec quelqu'un parce qu'apparemment il l'a pas payé. Donc on a une petite idée du métier qu'elle pratique. Et en fait, ils décident vu que Sean Penn cherchait quelqu'un pour leur double date, de lui proposer. Et elle a très clairement l'air d'accepter, parce que ça coupe directement sur Nicolas Cage qui arrive avec sa voiture devant la maison de sa copine, avec Sean Penn et cette demoiselle qui est à son bras. Et qui est un petit peu, on va voir, en décalage avec les parents. Qui est une scène assez marrante où ils attendent dans le salon que la copine de Nick Cage, donc de Sally, arrive.
et que bah voilà, ils discutent vite fait, il lui demande s'ils sont dans la même classe, elle dit oulala, mais moi j'ai eu mon bac il y a bien longtemps. Et après, avant de partir, elle leur demande s'ils ont pas une boisson à lui offrir. Assez marrant. Puis après voilà, bah, ils enchaînent sur leur soirée, mais qu'on voit pas trop au final. On voit pas trop, puis ils finissent par... à la base, ils devaient aller voir un film. Ils devaient aller voir un film tous ensemble, et finalement, Nicolas Cage décide de ditcher tout le monde, juste rester avec sa copine. Ouais, il avait déjà prévu que lui, il irait bien s'isoler, quoi. Voilà. Et donc, il y a juste Sean Penn et cette demoiselle, cette courtisane, qui est là, et Sean Penn lui dit est-ce que tu veux aller manger une tarte? Non, elle lui mangeait un sundae. Un sundae. Et là, elle rigole parce qu'elle trouve ça amusant. Sean Penn lui donne une petite fleur. Puis là, elle lui explique qu'en gros, elle lui demande quand c'est qu'il part. Parce qu'il part à la guerre, parce que c'est quand même le thème du film. Et le gars lui explique qu'il part dans un mois. Donc là, la fille lui dit, si jamais tu veux faire quelque chose, c'est gratuit pour toi la prochaine fois. Et là, elle s'en va. Elle lui a rendu la fleur parce qu'elle est allergique. C'est important parce que cette fleur va réapparaître. Elle va réapparaître dans 3 secondes quand il va au cinéma tout seul finalement, parce qu'il veut y aller quand même. Non. Hein? C'est encore un peu après qu'elle réapparaît la fleur. Pour l'instant, il se décide de maintenant que je suis là, je vais aller au ciné quand même. Ouais. Et là, il retombe sur la fille. Il retombe sur la fille qu'il avait vue danser. Il lui offre pas la fleur tout de suite. Non, mais il lui offre même pas la fleur. Il voit cette fille qu'il avait vue danser au début, donc il lui dit écoute, mais il lui dit rien. Si, il lui dit un ticket, voilà, parce que c'est elle qui vend les tickets. Enfin, il l'a vu, mais ils s'étaient pas reconnus. Enfin, ils se connaissent pas. Ils s'étaient pas présentés. Oui, voilà. Donc lui, il la reconnaît, mais elle sait pas qui c'est. Et donc il achète un ticket, il rentre dedans. Puis le film commence. Le film commence pas. Avant le film, il y a des pubs, et ces pubs, c'est un peu de la propagande pour la guerre. C'est les news en fait. Un petit peu aussi. C'est ce qu'il y avait avant au cinéma. Avant les films, il y avait souvent les infos. Et là, c'est à moitié des infos et à moitié de la propagande pour dire. À moitié de la propagande pour les adolescents qui partent à la guerre. Donc là, ça lui fout un peu le cafard, à juste titre. Donc le mec décide de partir finalement, et il décide de laisser la fleur qu'il avait donnée à la fille sur le comptoir de la demoiselle, sans que celle-ci ne voie que c'est lui qui l'a posée. C'est sûr. Mais il demande à un garçon de lui amener. Non, c'est après. Il le fait 2 fois. Il le fait 2 fois. Ah ouais, monsieur est un creep. Monsieur est un bon creep. Ah, mais j'ai rien vu, mais c'est incroyable. Non, j'ai pas vu. Puis surtout que c'est la même fleur qu'il lui offre la deuxième fois. Ouais, c'est le même type de fleur qu'il lui offre. Il en avait plusieurs. Il a du stock. Donc ça lui fout cafard et il s'en va. Donc ensuite on a une ellipse et Sean Penn va promener son chien. Puis il croise Sally, la fréquentation de Cage finalement, et il lui demande comment ça s'est passé, et elle répond pas vraiment. Elle a pas l'air super. Elle est paumée à côté d'une falaise. Bon, tu te dis, elle est bizarre cette fille. Elle a pas l'air en pleine forme, quoi. Et là, on apprend que Sean Penn est une excellente personne, une personne absolument formidable, parce qu'il a acheté un chapeau à son chien, pas un chapeau, un casque d'aviateur à son chien pour son anniversaire. Et ça, c'est la marque d'une personne formidable. Là, c'est pareil, une autre ellipse, et là, Sean Penn et Cage sont dans un bar, puis ils se tapent le bout de gras, là. Ils sont dans un bar, ils sont dans une espèce de... oui, c'est un diner, bar... De café-bar pour les jeunes, ouais, un diner, bar, café. Le mec qui est censé s'en occuper, il est en train de dormir sur le comptoir. Donc, il se tape le bout de gras... ce qui est très risqué, d'ailleurs, hein. Le mec, il est en pleine confiance quand même. Ouais, c'est 1942 quoi. Tu vas taper dans la caisse, easy. Hein. Il y a personne c'est un petit village en plus. C'est pas une grosse ville là, ça a l'air d'être un petit village avec des gens sympathiques et agréables. Donc Sean Penn et Cage discutent un peu, j'ai croisé Sally hier, comment elle va. Cage lui dit, je pense que je lui ai fait peur. Puis là, il commence à parler de sa tante, comme quoi... J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire, il commençait à parler de Satan, je me dis, quoi? Non, il aurait pu... Mais non, il parlait de sa tante, et il expliquait comme quoi il pensait que c'était une conspiration. C'est là qu'on apprend que toutes les personnes dans la famille de Nicolas Cage sont mortes, et sauf sa tante. Et il expliquait qu'il trouvait ça bizarre parce que il pensait que c'était parce que sa tante embrassait les gens en décembre pour Noël qui mouraient 2 ou 3 mois plus tard. Qui est super glauque. Oui, il dit ça un peu pour rigoler. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on a une exposition de quelque chose qui est quand même super important parce qu'on apprend que Nicky a pas de famille finalement et que sa famille, c'est la famille les parents de Henry et tout ça. On va dire que c'est leur famille de substitution. Oui, c'est ça. Mais il le dit de manière quand même très joviale.
sympatoche là. Oui, ça s'est bien amené parce que il présente l'info aux spectateurs sans alors qu'on sait très bien que Henry est au courant, donc il faut bien trouver une manière un peu détournée. C'est plutôt bien foutu. C'est là aussi qu'on se rend compte finalement que c'est quand même de bons poteaux, que c'est des gars, on le savait déjà depuis le début, mais là on se rend vraiment compte que c'est des gars qui sont proches là. C'est deux gars qui sont proches, ils partent à la guerre ensemble, puis ils sont proches. Et soudainement. D'ailleurs ça me fait rire, j'ai un petit truc, j'ai écrit Cage petit sourire con mais sympa. S'il a toujours cette espèce de face un peu conne, mais je sais pas, je trouve que dans ce film là ça le rend vraiment très relatable, c'est plus facile de il est un peu con mais comme tout le monde, tu sais, genre c'est un gars du peuple. Et finalement donc la fille que Penn a vue au début danser sur la côte, qui est aussi la fille qui vend les tickets au cinéma, finit par rentrer dans ce diner. Non, en fait, on voit que Sean Penn n'arrête pas de regarder par la fenêtre, et même à un moment Cage lui dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est un peu bizarre, et en fait il a demandé à un petit garçon d'aller lui amener une fleur. Et c'est ça, et elle finit par traverser, parce que le truc est juste en face en fait, elle a fini son boulot, voilà. Le cinéma, elle finit par traverser pour venir dans le bar. Et là, dans une scène un peu spéciale, Penn demande à Cage d'échanger les places parce que finalement c'est Cage qui voit la vitre alors que Penn est obligé de se retourner pour voir la vitre. Donc il demande à Cage d'échanger de place pour que lui puisse voir cette fille-là venir. Et quand il veut pas, Penn décide de courir vers le bar, prendre le chapeau du gars qui est en train de dormir, de jumper le bar, puis de faire croire que c'est lui le serveur quand cette fille rentre et qu'elle demande de la tarte. C'est un move un peu extrême, on va dire. C'est un move un peu bizarre. Parce que elle sait pas du tout qui c'est. Et c'est pas le pire qu'il va faire cette soirée. Non. Et d'ailleurs Cage en bon ami décide aussi de faire un peu chier parce qu'il est genre moi aussi je veux une tarte, donne-moi de la tarte. Et l'autre lui fait attends, je sers la demoiselle. D'ailleurs il est incapable de couper une tarte, donc ce qu'il fait c'est qu'il lui donne complètement une tarte. Elle part sans payer, j'ai l'impression. Elle part sans payer. C'est trop bizarre, elle sort son portefeuille, mais en fait il y a aucun moment où tu la vois payer, donc elle s'est dit autant y aller à fond. Hein. Le gars lui dit non mais la tarte est en spécial, vas-y prends-la. C'est au lieu d'une part, c'est le même prix. Mais personne paye cette tarte à aucun moment. Enfin bref. Donc je pense qu'il a volé la tarte en fait. Et là, elle se barre, elle monte dans un bus et là, Sean Penn, pas la moitié d'un creep, décide de courir après le bus et s'accroche au bus, genre derrière le bus. Ouais, on verra après que Sean Penn aime bien courir après les trucs et s'accrocher dessus. Et il s'accroche au bus jusqu'à ce qu'elle descende du bus. Donc elle descend du bus, il saute du bus, et là il y a Nicolas Cage qui arrive en voiture parce qu'il a clairement suivi l'autre gars. Comme quoi il y a pas besoin de courir, hein. Il suffisait juste de prendre la voiture, quoi. Enfin... C'est ça. Prendre la voiture, suivre le bus, ça aurait été plus simple. Il a quand même été rapide, hein. Parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'il se barre, qu'il aille jusqu'à sa voiture, qu'il démarre. On voit après qu'elle a du mal à démarrer sa voiture. Et qu'il rattrape le bus, il a été réactif quand même, hein. On a un peu l'impression qu'il arrive par magie. Mais c'est vrai, parce qu'en plus, il arrive vraiment 2 secondes après que... Parce que okay, la fille descend, elle traverse la route, elle arrive devant un portail, elle ouvre le portail, elle passe le portail, puis là, Sean Penn arrive en direction du portail, puis il y a Cage qui arrive. C'est 3 secondes après que lui soit descendu du bus. Ça veut dire que Cage a mis 3 secondes pour aller à sa voiture, et à rentrer dedans et à partir. C'est faisable, en fait, je pense. Je sais pas. Enfin bref, là Cage est là et lui dit mais qu'est-ce que tu fous? Fait j'ai suivi cette fille, maintenant qu'on est là autant continuer. Donc il jump là. Ils ont une révélation. Là quand ils arrivent, ils se disent mais c'est une Gatsby parce qu'en fait a priori elle habite en fait avec là où habitent les riches insupportables qu'on a eu au bowling au début. Voilà, c'est la famille de riches du village et apparemment quand ils arrivent ils se disent ils reconnaissent la maison et ils disent ils sont un peu déçus quoi. Et ils savent pas, d'ailleurs ils comprennent pas pourquoi est-ce que cette fille travaille au cinéma. Bah oui, elle devrait pas avoir besoin de travailler vu qu'elle est riche. Et là Cage lui dit probablement que son père possède le cinéma. Possède le cinéma. Il y a un petit côté c'est pas trop abordé après mais il y a un petit côté à Roméo et Juliette dans le sens où Cage quand il dit elle est riche c'est foutu pour toi. Il lui dit tu peux laisser tomber mec, ça pourra pas le faire, ça va pas le faire. Ouais. Et donc là, on coupe et on tombe sur Sean Penn qui continue à travailler, parce que depuis le début du film, on le voit beaucoup bosser, c'est un gros bosseur. Mais il travaille avec son père. Et son père creuse des tombes. Et on a une petite interaction touchante avec le fait que lui, en tant que père, il a pas l'air spécial. En fait,
il arrête pas de dire que sa mère, la mère à Sean Penn, veut absolument qu'il écrive quand il sera à la guerre, parce que sinon elle va s'inquiéter. En même temps, on sent un petit peu que c'est peut-être aussi pour lui, pas qu'il s'inquiète, mais il veut pas le dire à son fils, parce que il a l'air d'être fier. C'est un bonhomme. Voilà, c'est un bonhomme, puis il a l'air d'être fier que son fils aille à la guerre. Et voilà, c'est cette petite interaction. Très Oui, globalement, le père, on va voir qu'il est quand même assez, il est assez sympathique. Hein. c'est sympa, ouais, une petite interaction doux-amère. On va en avoir beaucoup tout au long du film pour bien nous rappeler toujours que ils vont partir à la guerre à un moment. Le film a un ton qui est quand même assez joyeux, assez jovial. On pourrait facilement l'oublier s'il nous le rappelait pas de temps en temps que ils vont quand même partir à la guerre, quoi. Mais au final, c'est vrai qu'il s'est rappelé assez peu, à part sur la fin. Il y a vraiment ce côté, enfin en tout cas Cage et Payne en parlent de temps en temps, mais ça a pas l'air de les préoccuper plus que ça. Enfin, en tout cas, il le laisse pas apparaître. C'est plus plus les gens autour. C'est ça, il y a ce thème de la guerre qui va arriver, mais c'est plus le fil conducteur, c'est pas l'important du film, mais on aime bien avoir des discussions par-ci par-là pour dire, ah oui, quand c'est que tu pars à la guerre? Au début, ça va être 6 semaines, après il dit le mois prochain, après c'est 2 semaines, il y a vraiment, au fil de l'eau, on va nous rappeler la temporalité du film de différentes façons. Ça va être avec des événements comme Noël, et choses comme ça, où ils nous disent à un moment qu'ils sont en janvier, mais voilà, il y a vraiment ça pour nous rappeler tout le temps qu'on se rapproche de l'inéluctable. Et c'est ça, et comme le film se passe sur 6 semaines et qui dure à peu près 1h40, quelque chose comme ça, il se passe sur 6 semaines, donc on a encore un petit peu ce côté, comme il y avait par exemple dans Rusty James, ce côté un peu ellipse temporelle tout le temps, ce qui fait que c'est toujours important que justement il y ait quelqu'un qui dise vous partez dans 2 semaines ou vous partez dans 6 semaines pour qu'on sache à peu près où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Et justement voilà, donc son père lui demande d'écrire quand il sera à la guerre, blablabla, petite discussion là-dessus. Puis là on passe à Sean Penn qui observe des avions mais qui a aucune idée. En fait il a aucune idée c'est quoi les types d'avions, il est pas capable de le savoir. Il s'en fout, lui il veut être dans les Marines, il en a rien à foutre des avions finalement. Puis il est là avec des jumelles, puis finalement il tourne un peu, puis il voit qu'il y a un bus, puis quand il regarde dans le bus, il voit que il y a sa conquête dedans. Sa conquête. Sa conquête, il aimerait que ce soit sa conquête. Moi, globalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il tourne la tête, elle est là, en fait. C'est là qu'on voit que c'est pas très grand, mais des fois, il la croise, il ressort, il traverse la rue, il la recroise, mais t'es partout. C'est un petit village, là. C'est vraiment pas, c'est pas immense. T'as l'impression que c'est un petit village avec des riches, des pauvres, puis c'est tout. En l'occurrence, là, il la voit rentrer dans la bibliothèque et il décide de la suivre. Il tente une approche. Ah, attends, parce que juste avant, faut quand même dire qu'il se fait agresser par la plus vieille personne de la... Ça va faire rire. Il y a un vieux qui sort de la bibliothèque, puis qui voit Sean Penn, puis qui l'attaque avec sa canne, et qui se barre en courant et en rigolant, et que t'as l'autre qui lui dit, ouais, Elmer, je vais te... le jour où je t'attrape, ça va mal se passer. Puis voilà. C'est tout. Voilà, un vieux espiègle. Voilà, une fois de plus pour nous montrer que c'est dans une petite ville puis que tout le monde connaît tout le monde. Mais oui, donc voilà, il tente une approche auprès de. Alors je vais dire donc on va dire comment elle s'appelle Caddy. Et mais c'est un échec. Elle le repousse. Elle lui dit. Alors dans un premier temps, elle lui dit tout de suite. À peine il lui a dit bonjour. Il lui demande comment elle s'appelle. Il dit non, moi je sors pas avec des étrangers. Puis il dit si tu me dis ton nom, on sera plus étranger, ce qui se tient, raisonnement très très logique. Mais non, ça fonctionne pas, notamment parce que ce gros malin il s'appuie sur l'étagère qui est derrière lui, qui était un petit peu ballante, et il fait tout tomber. Donc on n'est pas trop au courant de ce qui va se passer après, ça coupe là-dessus, mais on imagine que ça a pas dû faire plaisir de tout ranger. On a le droit aussi à, justement, un Sean Penn qui a une expression de visage très, je sais pas, genre, innocente / idiot, que justement, quand il tombe, là, il a cette petite surprise, puis il est juste genre, oh shit, j'ai tout fait tomber. Et voilà, et on coupe avec donc cette fille Caddy, qui est de retour dans le diner où elle a eu la tarte finalement. Ouais, elle s'est dit ça se trouve c'est tout, je peux avoir acheté notre tarte. Tous les jours c'est gratuit. Quelque chose de gratuit peut-être. Et donc elle parle avec une de ses amies qui veut faire un double rendez-vous pour le réveillon de Noël.
Ouais, apparemment, c'est vraiment le gros délire, quoi. Ça a l'air. Elle dit oulala, il y aura des gens, ça va être cool. Et là, elle lui dit mais qui c'est que tu veux inviter? Bah, elle veut lui caser son cousin, en fait. Ouais, elle veut caser son cousin avec Caddy. Et Caddy lui dit ok, et toi tu vas y aller avec qui? Puis là, elle est genre je sais pas qui avec qui je peux y aller. Et soudainement, qui c'est qui rentre dans le diner au même moment? Bah il y a Henry, Sean Penn qui rentre. Et finalement, Caddy lui dit qu'est-ce que tu penses de Henry? Pourquoi est-ce que tu demanderais pas à lui? Il est mignon. Et elle fait oui, mais j'ose pas, blablabla. Et donc là, Caddy lui dit écoute, est-ce que tu veux que je le demande pour toi? T'inquiète, je gère. Donc elle se retourne, elle appelle Henry, puis elle dit qu'est-ce que tu fais pour le réveillon? Et il lui trouve des excuses vraiment nazes pour dire que finalement sa mère elle part pour Noël, son père part pêcher, c'est pour ça qu'il est libre pour Noël. Enfin, ici il fait ça, c'est parce que elle le piège quand même. Elle fait un gros coup de fourbe, c'est que elle lui fait croire que c'est elle qui va lui proposer quelque chose, quoi. Donc là il se dit oula, attends, faut que je dise que je suis libre parce que j'ai envie d'avoir une soirée avec elle. C'est ça. Mais c'était pas son idée. Mais finalement là elle lui dit écoute, regarde, j'ai mon ami. Et voilà, vous allez être cool ensemble, ça va bien se passer. Donc la Penn a l'air un petit peu il est déçu. Un petit peu déçu. Il est seul quand même. Quand même, c'est un bon gars parce que non seulement il accepte, mais il y va. Il aurait pu juste dire non, je suis malade, blablabla. Non, il y va. C'est un bon gars. Il se dit peut-être aussi que ça peut être l'occasion quand même de voir Caddy. Donc là, il part et finalement, ils arrivent dans un ring de roller skate parce qu'ils vont faire du roller. Des patins à roulettes. Des patins à roulettes. Et il est là avec ses fleurs. Son costard, alors que, en plus il le savait à l'avance où il allait. Mais personne met un costard pour aller faire du patin à roulettes. C'est quand même bizarre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène parce que en fait ce film, il y a toujours plein de petits moments vraiment très absurdes et cons sur un fond de thème qui est quand même assez sérieux, qui est justement le fait que ces gars-là vont à la guerre. Mais il y a cette petite scène qui m'a juste fait rire où t'as Sean Penn qui est genre avec ses rollers et qui est appuyé contre un mur et qui attend justement Caddy, son ami. Et donc il est avec ses fleurs et il y a un mec qui genre vient en patin et qui se pète plus ou moins la gueule à côté de lui, donc il attrape les fleurs, puis il essaye de genre se relever en tenant les fleurs comme n'importe comment, et t'as Sean Penn qui juste genre mais lâche mes fleurs. Et voilà, c'est ce petit moment d'humour très con qui a aucun rapport. Ouais, globalement on sent quand même que Sean Penn est pas très à l'aise. Il a pas l'air d'avoir le sens d'équilibre, ou en tout cas pas l'habitude de pratiquer les patins à roulettes, donc. Et soudainement, il y a Caddy qui arrive avec un autre gars, qui est aussi un gars qui part à l'armée, qui est un aviateur, et qui part, je crois, le lendemain. Et donc Penn lui dit bonjour, mais il a l'air quand même dégoûté de voir qu'elle est avec quelqu'un. Alors que nous on sait que à la limite on lui a forcé la main pour qu'elle accepte. C'est ça. Et donc après il y a la date de Penn qui arrive, il lui donne les fleurs, puis ils partent patiner. Et là il lui dit passe devant, j'ai besoin de me réchauffer, parce qu'en fait on apprend que c'est une grosse merde. Il sait pas patiner du tout. Il fait n'importe quoi. Il s'accroche aux gens. Les gens lui disent lâche-moi. Et à un moment, il se met à prendre la main il y a une personne qui lui prend la main. Et ils sont en fait dans une espèce de comment on appelle ça? Une farandole. Non, je sais pas. Une farandole de gens qui se mettent à tourner. Du coup, il prend beaucoup de vitesse, puis il arrête pas de dire lâchez-moi. Il lâche et il se fait propulser en dehors de la salle en fait. Il laisse la porte ouverte et carrément en dehors du bâtiment dans lequel il se trouve. Parce qu'il y avait la porte, puis voilà, il passe dehors. Et d'ailleurs, on a le droit à ce petit moment qui m'a absolument fait sourire, où t'as Caddy qui vient, qui fait « Oh mon Dieu, ça avait l'air dangereux !» Puis Sean Penn essaye de remonter des escaliers avec ses rollers, il n'y arrive pas, et il dit juste « Ouais, uniquement pour ceux qui savent pas ce qu'ils font !» Oui, puis après, il tente un autre truc, il dit, voilà, c'est la paire de patins qu'on m'a passé qui fonctionne pas. Non, puis là, du coup, ils en profitent parce que c'est pas une si mauvaise affaire pour lui. Parce qu'ils se retrouvent, du coup, à avoir un petit peu de temps seul avec Caddy. Et puis, ça a l'air de bien matcher entre eux. Ils commencent à discuter. Sean Penn lui demande, parle-moi un peu de
Michael, je crois, sa date finalement, elle lui dit pourquoi tu veux savoir si c'est mon petit ami, blablabla. C'est la première fois qu'ils parlent vraiment, parce qu'au final, les interactions qu'ils ont eues avant, c'était quand même assez court. Et il y a un décalage un petit peu entre ce côté manipulatrice quand elle, pour lui faire sortir avec sa copine, là, qui était pas à top. Puis au final, là, elle est beaucoup plus, elle parle avec lui de manière beaucoup plus agréable, parce que c'est vrai que les premiers abords, là, quand il l'avait vu dans la bibliothèque et tout, c'est vrai qu'elle avait pas été forcément très, très agréable, mais je sais pas, là, elle est mieux lunée. Et il finit même par avoir un rendez-vous avec elle. Parce qu'elle lui dit, ah bah tu m'emmèneras quelque part une fois. Il est content, ça coupe, puis là, Sean Penn est en train de jouer au billard, où on nous montre que finalement c'est quand même un gars qui sait bien jouer au billard, qui sera important plus tard, pendant que Nicolas Cage est en train de discuter, et de dire pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à cette fille, moi ça me ferait de la peine de voir que comme tu pars dans 6 semaines ou dans 4 semaines, bah tu t'attaches à la première personne qui passe, je préférerais que tu t'amuses avec plus de gens, moi c'est ce que je vais faire, parce que quand je reviens après avoir tué des japonais, je reviens pas ici, je vais aller visiter le monde, blablabla. Donc petit moment chirpy avec Cage, fun, et Penn joue au billard. Et une fois de plus, on coupe sur cette date finalement qu'il a avec Caddy, où il l'emmène dans un bar qui a brûlé, ou qui a été détruit. Ouais, en tout cas, voilà, qui est en ruine. Alors ça, c'est un peu un classique dans les films, il y a toujours les mecs, ils ont toujours un coin secret, qui est trop classe et tout. Qu'il y a que lui qui peut rentrer dedans. Voilà, qu'il y a que eux qui connaissent, alors par contre, le bâtiment, ça va, je pense qu'ils se voient. Et il rentre en passant par la côte avec une échelle, genre. Mais c'est vrai que c'est assez sympa parce que le bâtiment est détruit, donc il y a toute un pan une façade qui est plus là, et en fait il y a une vue sur la côte qui est assez jolie. Et finalement, Sean Penn est là et il lui dit, écoute, regarde, ça c'est là où je viens quand je m'ennuie, parce qu'on y est bien, blablabla. Puis finalement, il lui montre qu'il y a un piano qui fonctionne encore très très bien, sous une comment on appelle ça, sous une bâche, ouais, un truc comme ça. Et là, il lui dit, ouais, moi, je sais jouer du piano. Et là, c'est dans la poche. Ah, ouais, ça avait l'air. Ça marche très bien, le piano. Elle avait l'air de bien se passer, là. Et il joue du, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il aurait pu jouer du jazz, mais je pense que comme il pense qu'elle est riche, il veut jouer quelque chose d'un peu plus classique. Donc, il commence à jouer du classique, blabla. Et là, elle lui dit, moi, j'aimerais bien jouer du piano. Et là, il lui fait, viens, je vais t'apprendre. Et bien sûr, comme tout le temps, il lui fait jouer la même chanson que tout le monde, dans tous les films, joue quand quelqu'un essaye d'apprendre du piano, là. Je sais pas le nom de cette musique. Moi non plus, mais c'est surtout qu'elle apprend très très vite, c'est n'importe quoi. Pa la 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 la, pa la 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 la. Cette chanson-là. Il lui montre une fois les notes les touches à appuyer, et d'un coup elle gère tout. Après il accélère le rythme et tout, ils font un duo, elle est parfaitement dans le rythme, parfaitement dans le ton, elle t'enchaîne ça, il accélère, il y a pas de souci. Enfin tu lui laisses 2-3 jours, c'est bon, elle joue plus quoi. Mozart quoi. Ouais, c'est ça, on reste dans cette ambiance et dans ce truc, c'est très joyeux, c'est très jovial, puis voilà, il joue blablabla. Et là, il essaye de l'embrasser, mais non, ça va pas, ça passe pas. Puis finalement, elle décide de s'en aller. Et avant de partir, elle lui demande quand c'est qu'il s'en va. Et là, il lui répond, le mois prochain. Voilà, tic-toc. Et là, on coupe, et on revoit Caddy qui rentre dans cette maison, et il y a un cadeau sur la table pour elle. Donc elle le prend, elle l'ouvre, et il y a la maid, la servante finalement qui vient femme de ménage, ouais. La femme de ménage, ouais, qui vient lui parler et qui lui dit tiens, oui, ils t'ont trouvé cette robe, blablabla. Donc elle ouvre, elle voit qu'elle a, c'est pas une robe, c'est une veste. Donc elle ouvre son cadeau, puis c'est une veste, et là elle lui demande, et toi, qu'est-ce qu'ils t'ont offert? Ah, ils m'ont offert une robe, blablabla. Puis finalement, on apprend que cette femme, finalement, c'est sa maman, c'est la maman de Caddy. Donc on apprend que Caddy est pas riche et qu'elle est juste la fille de la servante et que c'est pour ça qu'elle vit dans cette maison. Donc là, Caddy monte pour rencontrer la femme de maison. Qui est une grande blonde. La fille en tout cas, du propriétaire a priori. Ah, c'est la fille du propriétaire, je croyais que c'était sa femme. Je pense pas, non. C'est jamais dit. C'est vrai que c'est jamais dit, mais bon, ouais, c'est mes a priori. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une certaine différence d'âge, mais je serais pas étonné. C'est 1940 après tout. Et donc là, elle lui dit merci pour la veste, et on voit aussi que elle s'est fait offert un collier de perles pour Noël, ce qui sera aussi important plus tard.
Et puis on enchaîne sur la scène suivante. Donc elle revoit à nouveau Henry. Et cette fois, il décide, il s'est dit, et la maison en ruine avec vue sur la côte, c'était pas mal, mais on va step up un peu là. Et là, il lui emmène pour une petite balade au milieu de la forêt, et puis d'un coup, ils arrivent sur un lac. Donc un lac un peu a priori que personne ne connaît, qui est caché au milieu de la forêt, et que son père lui avait fait découvrir, parce que quand il était gamin, il dessinait des sortes de cartes au trésor pour que les gamins, il aimait bien filer ça aux deux gamins pour qu'ils s'amusent. Et une des fois, ça les avait amenés jusqu'au lac. C'est une petite histoire assez justement joyeuse, plutôt good feeling, et j'avais trouvé ça vraiment sympathique. Et donc ils arrivent devant ce lac qui est clairement gelé. Ils disent que c'est en janvier, donc là ils commencent à faire viens, on va se baigner. Donc Sean Penn se fout à poil, oui, complètement, puis il saute dans l'eau qui a l'air vraiment vraiment gelée. Il est malin, petite technique, hein. Puis il me semble d'ailleurs que dans la ouais. vraie vie c'était vraiment l'hiver, puis ils sont commit à la scène, puis ils sont vraiment allés dedans alors que c'était vraiment vraiment gelé. C'est pour ça en fait ils appuient bien dessus dans le film, et c'est janvier mais il fait beau, viens, elle est froide et tout, tu dis mais bon, s'ils appuient autant, ça me paraît quand même peu probable que les mecs qui puissent se baigner alors que c'est janvier. Puis après tu vois les anecdotes, tu vois que c'est ce qu'ils ont fait en vrai, tu fais bon d'accord, j'ai rien dit. Voilà, donc on a un Sean Penn qui est à poil dans l'eau, et on a Cady qui elle est en sous-vêtements dans l'eau. D'ailleurs elle se cache pour se mettre en sous-vêtements, mais se après déshabiller. elle sort sa cachette, elle est toujours en sous-vêtements, c'est un peu bizarre, mais Mais donc ils sont dans l'eau, et ils se rapprochent un peu parce qu'il fait froid, et ils se parlent, ils sont contents, ils finissent par s'embrasser, et ils finissent par sortir de l'eau pour coucher sur l'herbe. Ce qui d'ailleurs m'a fait un petit peu plaisir pendant 2 secondes, parce que la demoiselle commençait à se déshabiller dans l'eau, et je me suis dit, s'ils font ça dans le froid là, ça va pas être fun. Donc j'étais plutôt content de les voir sortir avant de... ouais, alors ils sont mouillés, c'est janvier, je peux te dire qu'ils ont froid, ils devaient être morts de froid en dehors de l'eau. Ouais, mais avec la friction ça réchauffe au moins, alors que si t'es dans l'eau... T'as intérêt à penser à autre chose. Quand déjà en été, des fois tu sors de l'eau, rien que le fait d'avoir le corps couvert d'eau, t'as froid. Alors là, mais j'imagine même pas. En vrai, les mecs ils sont retrouvés le lendemain, et ils sont collés l'un à l'autre bleus. Ils sont probablement morts de... Le reste du film se passe dans la tête de Sean Penn pendant qu'il est en train de mourir d'hypothermie. Enfin bref, donc ils finissent par avoir des relations sexuelles sur le bord de du lac, et on coupe avec Nicolas Cage et Sean Penn qui se retrouvent sur le toit du bowling finalement, où ils commencent à boire un peu d'alcool, et Cage demande à Sean Penn s'il veut aller aux funérailles d'un gars. Ils apprennent qu'une connaissance en fait est morte au front, quoi. C'est ça. Et ils ont pas l'air tant chauds. Et là, Cage, qui devient soudainement un peu déchiré, alors qu'il a bu une gorgée, décide qu'il veut se faire tatouer un aigle sur son torse pour faire peur aux Japonais quand il leur courra après. Oh, enfin, il a bu un peu plus qu'une gorgée. Ah, attends, on sait pas s'il a bu avant de venir, mais sur le toit, il a clairement bu rien, là. Oui, mais après, après qu'il soit sur le toit, il y a quand même toute une, je pense ils sont pas tout de suite dans le chez le tatoueur, parce que Sean Penn est bourré aussi. Oui, il y a chez le tatoueur après, mais quand ils sont sur le toit, là, il commence à dire, je veux me faire tatouer, mais il a déjà l'air déchiré, alors qu'il vient juste de commencer à boire. Donc c'était... Ouais, mais on voit quand même que je pense que c'est pas la première fois qu'on voit, mais il a sa petite fiole, et il a l'air de boire quand même régulièrement, de taper dedans, hein. On aura une petite idée après on l'apprend un peu, mais c'est vrai, t'as raison là-dessus. Donc voilà, il est là, il veut un tatouage sur son torse. Donc là, ça coupe, on a une petite éclipse temporelle parce que il faisait jour, puis soudainement il fait nuit, et ils sont en train de marcher ce qui ressemble étrangement à un vieux port pirate. Je sais pas pourquoi, là. C'est genre sur du bois, et les bâtiments en bois. Ça ressemble à un port en bois. Ouais. Et là, les deux sont clairement très déchirés. Ouais, c'est l'occasion de voir Cage jouer le mec bourré. Il est magnifique là-dedans. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Et soyons honnêtes, c'est pas pour rien qu'il a fini par avoir un Oscar par rapport à ça. Enfin, je veux dire, il est magnifique là-dedans. Mais on en reviendra là-dessus sur un autre film. Donc voilà, Sean Penn et Nicolas Cage sont bourrés. Ils sont en train de parler d'un gars qui apparemment est dans un gars qui était dans un sous-marin. Et Sean Penn lui dit que les gens qui sont dans des sous-marins, c'est des
c'est des faibles parce que genre ils sont dans des sous-marins et que eux ça va être des Marines puis qu'ils vont être en première ligne, qui sont pas faibles. Ce qui est d'ailleurs très très drôle parce que on a un peu cette impression que Sean Penn, j'ai pas envie de dire que c'est une mauviette, mais qu'il est un peu plus réservé que Cage, qui est un peu plus musclé, qui est plus Cage arrête pas de répéter qu'il a hâte d'aller à la ouais guerre. voilà, donc alors que Penn lui peut-être un peu moins, mais pourtant c'est lui qui se bat contre Crispin Glover, c'est lui qui est genre en train de dire que ceux qui se cachent dans des sous-marins bah c'est des faibles, donc voilà. C'est là que tu vois que Nicolas Cage a bien évolué depuis Best of Times où il voulait pas partir à la guerre. Bah c'est ça c'est le deuxième film dans le diptyque. Il y a eu Best of Times où il voulait pas partir à la guerre, là il veut. Il a grandi. Il a grandi. Et donc il est un peu bourré, puis là aussi on a cette première interaction entre Penn et Cage qui justement Penn lui dit j'aime pas quand tu bois tout le temps, mais il lui dit ça alors qu'il est complètement déchiré, donc j'ai pas compris vraiment le point, mais bon oui. Ouais, mais c'est pas le même alcoolisme. On comprend que voilà, Nicolas Cage est probablement un alcoolique. Il y a plusieurs fois comme ça dans le film, on a l'impression qu'ils sont à deux doigts de s'engueuler. Puis finalement, ça va jamais bien plus loin, quoi. Et c'est ça que je trouve ça très très amusant parce que finalement, voilà, comme tout à l'heure, tu sais, quand il parle de sa tante qui a tué sa famille entre guillemets, et là, on apprend des choses qui sont quand même très intenses de manière très joviale. C'est-à-dire qu'on apprend que Cage a pas de famille, qu'en plus il est alcoolique, mais les deux fois on les apprend dans un truc qui est genre bon, passe vite à autre chose. Parce que finalement voilà, il s'énerve, Cage se met à rire, puis finalement il rentre dans un salon de tatoueur et il dit au gars tatoue-moi un ex sur mon torse. Ce qu'ils peuvent pas faire bien sûr parce qu'ils ont absolument pas assez d'argent. Déjà le tatoueur leur dit écoute mec, c'est pas une bonne idée, tu vas te réveiller demain et tu vas être très déçu si je te le fais. Donc je te rends service, je te tatoue pas. Et puis bon, devant l'insistance, après il leur dit mais vous avez combien d'argent? Et ils ont $1.25, alors forcément j'imagine bien que c'est compliqué, mais ça va être moins cher à l'époque. Alors on sait pas trop si c'est la technique que le tatoueur trouve pour pas les tatouer, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'ils auraient pas pu payer. Et donc voilà, ensuite on coupe parce qu'il est énervé et ils sont en train de marcher sur les tracks du train, à le même endroit qu'on voit tout au début avec les enfants, parce que Cage est énervé, et en plus ils sont vraiment drunk, puis on entend le train arriver au loin. Et là Cage lui dit est-ce que tu veux viens on fait comme quand on était enfant. Et en gros qu'est-ce que ça veut dire faire comme quand ils étaient enfants, c'est attendre que le train arrive sur les tracks, quand le train est prêt, sauter sur le côté, courir après le train et grimper sur le train. Puis un peu plus loin, sauter du train. Voilà, donc ils font ça, puis ils sautent du train, Sean Penn a un peu peur parce qu'il a peur que Cage soit encore attaché sur le train, il arrive pas à le trouver, il a un peu peur, il remonte, finalement Cage est là, il rigole, et voilà. Et là, soudainement, encore un moment intense, on passe encore un moment vraiment très Sharpie à un moment beaucoup moins Sharpie, où Cage explique à Sean Penn que il a mis Sally enceinte et qu'ils veulent que Sally ait un avortement, mais que ça coûte $150. Ça coûtait combien dans Fast Time? Dans Fast Time, je me souviens pas. Ils ont pour voir si le prix de la vie. Je pense que ça a quand même pas mal diminué parce que $150 en 1942, c'est pas $150 en 1980. Donc même si ça vaut $150 en 80, c'est moins cher. Ouais. $150 en fait, ouais, c'est vrai que dans le film quand ils annoncent, ils disent ça paraît énorme en fait. Parce que on vient de les voir il y a pas 2 secondes, ils avaient genre $1.60 à 2 genre. Oui. Donc $150 voilà. Donc là, il lui dit est-ce que tu vas m'aider à trouver les $150? Puis Sean Penn lui dit j'ai besoin de réfléchir, puis on en reparle. Donc là, ils s'en vont. Donc là on enchaîne après, si je dis pas de bêtises, c'est l'enterrement de Tommy, donc c'était l'ami qui était mort au front. Exact, ouais. Donc là on a c'est un enterrement militaire hein, forcément. Et puis on a Sean Penn qui finalement est quand même un peu là parce qu'il faut dire qu'il y a aussi son père qui travaille, donc forcément il est un peu lié, mais il est pas au milieu, il s'est mis en retrait, en fait il observe de loin derrière un arbre, et il y a justement son père qui passe à côté de lui avec sa pelle et qui lui demande s'il a besoin de discuter, si ça va bien. C'est là qu'on voit aussi à nouveau que son père fait attention à lui. Beaucoup plus que sa mère qu'on revoit genre plus jamais presque dans le film. On va dire qu'ils ont plus d'occasions de se croiser parce que forcément il l'aide à travailler. C'est souvent dans ces moments-là qu'ils ont des échanges. Et puis t'as ce côté relation père-fils qui est forcément un peu différente d'une relation mère-fils. Donc c'est vrai que ça passe beaucoup par là, mais après on la voit pas, mais la mère elle se fait beaucoup d'inquiétude dès que
Les peu de fois où on la voit, elle est souvent vite inquiète pour son fils. Et donc là, une fois de plus, on a un petit cut. Et là, on arrive dans une des scènes qui est probablement la plus grotesque et absurde du film, où en fait, leur école décide de faire des drills militaires. Où en fait, il y a des gens qui sont déguisés en soldats qui se sont fait tirer dessus. Et il leur montre qu'est-ce que les nurses sont censés faire quand les gens sont censés être morts. Mort ou blessé, en fait. Morts ou blessés, ouais. Donc c'est des deux côtés, c'est comment les filles qui jouent, forcément c'est les filles qui jouent les infirmières et les garçons les soldats, donc comment chacun doit réagir. Donc c'est un exercice comme nous on en fait à l'école où il y a l'alarme et il faut sortir le plus vite. Sauf que eux c'est un peu différent quoi. C'est un peu adapté à la période. Et ils sont tous vraiment très très joyeux, malgré le fait que pas mal d'entre eux vont finir par partir à la guerre à un moment. Et en même temps, ils font passer des musiques de guerre. Des sons de guerre, des bruitages de tirs, de véhicules qui bougent sur une espèce de grosse enceinte qui est gérée par un gars avec des lunettes. Bah oui, évidemment. Sean Penn et Nicolas Cage décident de jouer un petit tour à ce gars-là, donc ils réussissent à aller le voir discrètement et lui disent y a ta mère qui appelle, faut que t'ailles la voir. Et le gars fait ouais mais mes platines, mes disques. Le gars fait ouais mais c'est ta mère, va-t'en. T'inquiète, on s'en occupe. Ouais. Donc il s'en va et là il décide à la place de la musique des bruitages de guerre, ils mettent du jazz. Tout le monde qui se met à danser. Tout le monde qui se met à danser et eux se barrent de l'école simplement. Oui, leur travail était fini. Voilà. Et Sean Penn a décidé qu'il voulait faire rire Caddy, donc il va à la bibliothèque où elle travaille en ce moment, en costume avec du sang de partout. Et il la surprend, et il rigole comme un abruti, et elle est genre mais c'est pas drôle en fait. Bah oui, parce que en fait t'as l'impression que comme on l'a dit plus tôt, il y a que ceux qui sont autour qui se rendent compte que eux vont partir à la guerre et il y a des bonnes chances quand même qu'ils y passent. Que la guerre c'est pas fun. Puis là elle lui dit je vais te montrer pourquoi c'est pas fun. Donc là elle le prend dans un bus puis elle l'emmène à l'hôpital parce que comme une des choses qu'elle fait avec la bibliothèque c'est d'aller donner des livres aux gens malades. Bien sûr elle l'emmène dans l'aile des blessés de guerre où là il peut voir plein de gens qui ont perdu une jambe, perdu un bras. Et là, on a le droit à un magnifique aperçu d'une personne très sympathique, Michael Madsen, qui joue un soldat qui revient, qui dit qu'il a 21 ans et qui, lui, a perdu sa jambe. Et là, on voit que Sean Penn, il est plus amusé, là. Ouais, ça, son visage, et d'un coup, il passe du sourire à la déconfiture la plus complète, quoi. Il est un peu... il se dit, ah d'accord, ah oui, c'est ça, en fait, qui peut m'arriver. Et ils finissent par repartir, Caddy et Henry. Et quand ils descendent du bus, Henry il est quand même vraiment remonté, il est énervé, donc il commence à partir un peu rapidement. Puis Caddy le rattrape, et là il commence à lui dire pourquoi t'as fait ça? T'avais pas besoin de me rappeler ça, genre je le sais que je pars à la guerre. Tu sais, oui je sais que je prends les choses un peu choses, mais tu sais je le sais que je pars à la guerre. T'as pas besoin de me le rappeler. Ça va pas changer son futur quoi. Il va y aller, donc le fait de lui dire attention c'est dangereux avant, en fait c'est ce qu'il évite de penser parce que il sait que c'est pas ça qui va changer la finalité du fait qu'il va se retrouver à aller sur le front. Donc, et il lui explique aussi, il commence à expliquer ce que Cage et lui font avec les trains quand ils courent après et qu'ils leur montent dessus, en lui disant on sait que c'est dangereux, c'est pour ça qu'on y va. Donc en montrant genre que ils veulent le faire malgré le fait que ce soit dangereux, ils sont très conscients de le faire, puis ils sont très très conscients que ça va être dangereux. Et après il finit en lui disant I'll be fine, mais ça t'en sais rien, mais bref. Oui, il se le dit pour lui-même aussi. Hein. Et là, on coupe sur une scène qui m'a vraiment beaucoup plu, où on a Sean Penn et Nicolas Cage qui sont en train de nettoyer et de cirer le sol de la les pistes de bowling, oui. Et on a le droit à Nicolas Cage qui chante et qui danse à une vieille chanson qui parle d'une fille dans une ville qui s'appelle Tangerine. Et c'est Tangerine de Frank Sinatra. Voilà, parfait. J'ai aucune idée de c'est quoi cette chanson, putain. C'était fun. Et donc on a Nicolas Cage qui chante sur la chanson, qui danse pendant qu'il passe le balai, et il finit par faire une danse vraiment genre conne. C'est Nicolas Cage là, voilà, il y a une scène où il peut se faire un peu plaisir. Il cabotine, là, il est cool, voilà. Là, il va faire grimper sa note, là. C'est ça qu'on veut. Là, on le voit, on voit que Cage, c'est quand même, c'est un fêtard, là. Cage, c'est un fêtard. Et, finalement, voilà, c'est fun, c'est sympathique. Puis,
Là, ça s'arrête un peu, ça retombe un peu, puis Cage recommence à demander à Sean Penn s'il veut bien l'aider pour les $150 finalement. Et bien sûr, il dit qu'il va y penser. Bah oui, en fait, il le relance, il lui dit, bah, tu m'as dit qu'il penserait, t'as trouvé quelque chose, parce que bon, il est un peu désespéré, et en même temps, on sent qu'il a un petit peu une idée derrière la tête, vu qu'ils sont persuadés que Cady est riche, on sent qu'il a une petite idée de se dire, elle pourrait peut-être nous dépanner. Voilà. Et donc il lui dit, je vais encore y réfléchir. Puis là, ça coupe, et on voit Sean Penn qui décide de refaire une petite date avec Cady. Une date un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'il se balance des caillasses dessus. Je trouvais ça vraiment très très drôle. C'est des pauvres. Et là, ils vont dans un magasin pour acheter des chaussures, pour essayer des chaussures. Cady essaye une paire de chaussures qu'elle adore, qu'elle trouve absolument magnifique. Et là, le gars lui dit, les chaussures, elles sont $25. Et donc, Cady est pas riche, contrairement à ce que Penn pense. Donc, bien sûr, elle laisse les chaussures et ils partent. Et là, Sean Penn lui dit, pourquoi est-ce que tu les as pas achetées finalement? Cady lui dit, ouais, mais c'est un peu cher. Et là, Sean Penn lui dit, ouais, c'est cher pour moi, mais pour toi, ça ne devrait pas te déranger. Et là, il l'appelle. Elle dit pas, c'est un peu cher. Elle dit, on peut pas acheter, on peut pas acheter tout ce qu'on veut juste parce qu'on en a envie. Elle lui dit, moi non, mais toi tu peux. Et là, il l'appelle Gatsby Girl. Elle est choquée parce qu'elle se rend compte que lui pense qu'elle est riche parce qu'elle habite dans la maison des gens riches. Donc là, on coupe et on a le droit à une discussion avec son ami, l'ami avec qui Henry était sorti à la base, pendant qu'ils sont en train de nettoyer la salle de cinéma. Et elle lui dit, c'est hilarant. Cady se demande si elle a des doutes. Elle se demande si il est pas avec elle parce que justement il se dit c'est pas une mauvaise idée de sortir avec une fille riche. Et son amie, elle lui dit écoute, tu t'en fous, c'est pas très grave, de toute façon dans 2 semaines ou je sais plus, dans 3 semaines il part à la guerre, ça va, t'es pas amoureux non plus. Et ce à quoi elle répond pas vraiment, mais bon, on comprend très bien, et son ami comprend finalement que si c'est un peu le cas quand même. Elle décide que comme elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle veut absolument lui dire qu'elle est pas riche. Donc elle s'en va au bowling. Mais ça a une soirée où il y a beaucoup de monde, donc il peut pas trop lui parler. Ouais, c'était pas le bon moment quoi. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont se passer qui fait qu'elle va pas pouvoir lui parler, parce que il y a Sally qui se pointe à ce moment-là, et dans un premier temps Henry va prendre la place de Cage pour remettre les quilles pendant que Cage va échanger avec Sally. Et puis c'est là aussi que Sally va rencontrer en fait Cady, et qu'elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui est louche, parce que forcément elle est un peu désespérée, elle pleure, donc elle va se rendre compte qu'il y a un truc un peu louche. Et c'est ça, et Cage vient parler à Sally, et Sally, elle lui dit, j'ai peur, t'avais dit que t'allais t'occuper de ça, je suis toute seule. Puis là, Cage est genre, il lui hurle un peu dessus, en mode, non, t'es pas toute seule, va-t'en, reste pas ici, faut que je travaille, je vais trouver de l'argent. Et d'ailleurs, j'ai marqué, super important, à 1h13, Cage a un stupid face. Donc voilà, c'était important de faire cet aparté. Sally s'en va, puis là Cage regarde Cady et lui dit, les femmes, parce que c'est 1942. Et je pense pas que c'est forcément ça, c'est aussi il se dit j'ai pas envie que les gens ils connaissent ma misère, alors je vais dire que je vais balayer ça d'un geste pour qu'elle s'en préoccupe pas. Il essaye, c'était drôle. Et voilà. Mais surtout non, après il retourne avec Henry, et là ils en avaient déjà discuté avant. Et Henry lui dit pour trouver de l'argent, on va refaire ce truc hyper dangereux qu'on faisait avant. On sait pas encore ce que c'est, mais apparemment ils avaient une méthode pour se faire de l'argent, mais qui était dangereuse. Et là il lui dit bon, ok, je vois qu'elle est pas bien, j'accepte de prendre le risque et de faire ça pour toi. Ils s'en vont pour faire leur plan, et donc ils décident d'aller dans un bar un peu en dehors de la ville, parce qu'ils veulent pas se faire choper, et ils rentrent dans un bar où ils peuvent jouer au billard. Et là, quand ils rentrent, ils se rendent compte qu'il y a deux gars de la Navy, donc de la marine, qui sont en train de jouer. Oui, et puis en fait, on comprend que c'est ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient des gens qui jouaient au billard, et l'idée, ça va être de les arnaquer. On sait pas encore exactement pourquoi, quel est leur plan exact. Ils hésitent un peu parce qu'ils disent ils sont costauds quand même. S'ils remarquent qu'on les arnaque, je suis pas hyper confiant. On est dans la merde. Ouais. Voilà. Après, ils voient une porte de sortie, ils se disent au pire si c'est vraiment la merde, on court et puis on arrivera bien à s'enfuir. Qu'ils décident d'y aller.
il provoque un petit peu le mec en lui disant alors tu veux jouer pour de l'argent ou t'as trop peur enfin bon. Donc il y a le Marine qui se fait un peu avoir, qui se laisse prendre. Et au début, donc c'est Sean Payne qui va jouer parce que c'est le spécialiste du billard. Donc au début, Sean Payne, en bon arnaqueur, il va bien faire en sorte de perdre les premières parties pour que l'autre soit un peu confiant et accepte de miser plus d'argent. Il profite en fait qu'il y ait ses collègues marines autour de lui pour ils mettent tous la main à la poche et décident de miser les $150 contre les $150 de Cage et Sean Payne. En tout cas, ce qu'ils présentent comme étant une liasse de $150. Et là, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. On se rend compte que le Marine qui jouait depuis le début, en fait, dès qu'il y a $150 de sur la table, il se met à jouer beaucoup mieux. Et c'est un petit peu l'arroseur arrosé, comme si il y a deux arnaqueurs qui se retrouvaient l'un contre l'autre, et puis en fait ils avaient eu la même idée. Finalement, on se rend compte que leur jeu, c'est tout simplement le premier qui arrive à 100, donc le premier qui rentre 100 balles dans le billard gagne la mise. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Dès que le mec commence à jouer, tac, il commence à enchaîner les balles, puis on se retrouve tout d'un coup à 28-0 avant que Sean Penn puisse commencer à jouer. Donc là, Sean Penn commence à jouer, et là, pendant un bon 5 minutes, on a un bon coup de stress quand on voit les trucs monter de chaque côté. Ouais, c'est une scène assez longue. Ça revient à la marine, il y a un petit peu d'espoir, machin, il y a du stress, puis finalement, on arrive à 98. Et là, il y a du stress en masse. Mais c'est à Sean Penn de jouer. Et c'est à Sean Penn de jouer. Et le problème, c'est qu'il est là et il dit « Je suis pas capable de rentrer quoi que ce soit ». En fait, s'il arrive à en rentrer une, donc il monte à 99, et là, Nicolas Cage est en mode « Ah, il reste plus qu'un point, donnez-nous votre argent, vous avez déjà perdu ». Et là, il s'approche de Penn, puis Sean Penn lui dit « Je peux pas jouer ». Les boules sont placées de telle manière que c'est impossible de réussir un coup depuis ici, quoi. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de s'assurer que lui puisse pas non plus. Donc il fait un coup, malheureusement, son coup est pas aussi bon qu'il pensait, parce que l'autre arrive quand même à rentrer une balle, puis il en rentre une deuxième, et finalement, Sean Penn et Nicolas Cage ont perdu. Et là, il faut donner l'argent. C'est ça. Donc il leur donne la liasse de $150, qui finalement est une liasse de genre peut-être $7 et des billets de Monopoly finalement. Et donc il y a 4 marines qui sont pas très contents contre les 2 petits enfants qui viennent essayer de les arnaquer. Donc ils essayent de leur péter la gueule. Bien sûr, Cage et Sean Penn sont quand même assez réactifs, donc ils arrivent à esquiver les gars, ils arrivent à sortir, ils arrivent à bloquer la porte pendant qu'ils sont dehors, ils arrivent à courir jusqu'à la voiture, puis là on se rend compte que la voiture démarre pas, donc là ils essaient de la refaire démarrer, les marines pètent la porte, ils arrivent à démarrer la voiture, puis ils s'enfuient. Et du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que les $150 qu'ils avaient besoin pour l'avortement, ils ont rien. Donc ils se pointent à la fête d'anniversaire parce que c'était le jour de l'anniversaire de Henry. Donc sans rien, et ils sont déjà un peu engueulés par le père qui leur a dit t'es gentil, mais t'aurais pu être à l'heure au moins pour ton anniversaire. Mais surtout, il y avait Caddy qui les attendait là-bas. Il va y avoir une scène où, dans un premier temps, c'est Cage qui va tenter d'obtenir les $150. En tout cas, il va commencer à faire la demande à Caddy, et puis finalement, Sean Payne lui dit rentre dedans, je m'en occupe. Il explique la situation à Caddy. Elle lui a toujours pas dit qu'elle était pas riche, mais elle lui dit juste écoute, j'essaye, je vais essayer de trouver, je vais regarder ce que je peux faire. J'essaie de trouver l'argent, et donc cette formidable demoiselle vraiment très sympathique se transforme plus ou moins en cambrioleuse, puisqu'elle rentre dans sa maison, la maison des riches, et décide d'aller voler le collier de perles qu'on avait vu tantôt, que la demoiselle avait eu pour Noël. Et donc elle arrive dans la chambre, elle ouvre le l'armoire, elle prend le collier, et là, bien sûr, la demoiselle de maison rentre et la voit avec le collier dans la main. Et là, elle lui dit, voyons, si tu voulais l'essayer, t'avais juste à demander. Caddy lui explique que, non, elle est pas là pour essayer le collier, elle est là pour le voler, parce qu'elle a besoin d'argent. Et la femme de maison lui explique, lui dit, explique-moi pourquoi. Et là, Caddy explique que, elle a rencontré quelqu'un et que cette personne lui a demandé de l'argent et qu'elle veut pas le décevoir. Et donc, cette fille de maison qui est, apparemment extrêmement sympathique, décide quand même de lui donner les $150 pour que Caddy puisse les donner à Cage. Donc après donc ils vont tout de suite s'en servir, et ils se donnent rendez-vous, et ils vont un soir dans la
clinique d'avortement, mais qui est un peu glauque. Enfin, on voit que l'extérieur, mais c'est un peu, on a l'impression qu'ils vont, je sais pas, dans une maison abandonnée. Enfin, on dirait un trailer, on dirait une espèce de... Ouais, c'est de la tôle un peu. Ouais. Dehors, c'est un peu bizarre. C'est pas une maison. Hein. Non, ouais, ça donne pas envie. Enfin, on pense pas à une clinique en tout cas. Et pourtant, ils disent que $150 c'est pour avoir un avortement propre. Ouais. Donc voilà, ils sont avec Sally, il y a Sally, Henry, Cage et il y a aussi du coup Kelly qui est venu aussi. Et là, on a Nikki qui va se comporter quand même plutôt comme un connard. Quand même, ouais, parce que il y a Sally qui rentre justement dans la salle d'avortement et elle dit à Nick Cage qu'elle veut pas qu'il vienne. Et donc lui décide de la prendre au mot, il rentre pas, mais Sally, elle, décide de rentrer, et il y a Henry qui lui dit t'es vraiment con, tu devrais quand même y aller, sois là pour elle, quoi. Mais Cage, lui, a vraiment pas l'air d'avoir envie, donc au final, Henry, lui, rentre dans la pièce. Oui, ils vont tous sauf lui, en fait. Ils vont tous sauf Cage. Et là-dessus, ça coupe sur Nikki, qui est en train de conduire, qui ramène tout le monde chez eux, finalement, avec Sally qui est en train de pleurer derrière. Comme on pouvait s'en douter, on voit bien que c'est une expérience traumatisante pour elle. C'est quand même très traumatisant. Et on a Nick Cage qui est en train de conduire et qui boit en même temps qu'il conduit. Ouais, et ça, et puis pas un mot de réconfort, rien. Il est vraiment juste il conduit, quoi. Il aura fait le chauffeur. Sally a l'air pas bien, puis finalement ils finissent par ramener Sally chez elle, et ils repartent. Et pareil, Sally arrive chez elle, Cage descend même pas pour lui ouvrir la porte, il lui dit même pas bonsoir, il ramène Sally chez elle, puis ils s'en vont. Et là, ils veulent ramener Caddy chez elle, et Caddy décide que non, elle veut marcher. Donc elle demande à Cage d'arrêter la voiture. Elle descend de la voiture, elle commence à marcher, et là, Sean Penn descend aussi et essaye de lui demander pourquoi viens, on te ramène, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et Caddy est en train de pleurer, puis là elle lui explique finalement elle est pas riche en fait. Elle est pas riche et elle s'enfuit parce que elle lui dit voilà, ça fait j'ai essayé plein de fois de te le dire, mais tu m'as pas laissé faire, tu m'as pas vraiment écouté. On dirait que ça te fait plaisir d'avoir de sortir avec avec la fille de la colline, enfin comme elle dit, la riche, quoi. Bon, après je trouve ça forcément il y a des ellipses, mais c'est vrai que par le moment dans le bowling, et bon, on peut comprendre qu'il était pas disponible. On a pas vraiment l'impression qu'elle ait essayé de lui dire 15 000 fois, quoi. C'était un peu bizarre, ça faisait un peu, c'est un côté manga où, tu sais, il essaie toujours de lui dire, il y a toujours un truc qui se passe, non, là, c'est juste arrivé une fois. Je sais pas, dans la vraie vie, si tu as envie de dire quelque chose, généralement, c'est pas très compliqué de le dire, quoi. Sean Penn s'énerve un peu, parce que, il fait non, c'est pas vrai, c'est pas pour ça. Il s'énerve, il devient même un petit peu violent. Et donc, Caddy décide de s'enfuir, parce que voilà. Et, Penn est énervé, donc il commence à mettre des coups de pied dans la voiture à Nicolas Cage, ce qui m'a très fait rire. Puis là, il y a Cage qui sort, qui fait genre, pourquoi tu frappes ma voiture? Sean Penn qui lui dit, t'as vraiment été con avec Sally, t'aurais pu aller avec elle, tu l'as même pas ouvert la porte, tu lui as même pas parlé, t'es vraiment stupide, blablabla. Puis il explique que c'est tout en fait. Donc là, il s'engueule et on va apprendre qu'a priori Cage, il est un peu, il se rend compte de la connerie qu'il a faite et il va pendant une semaine essayer de revoir Henry pour se rabibocher, pour s'excuser, ou on ne sait pas exactement, mais en tout cas il essaie de le contacter, mais l'autre Henry va l'ignorer pendant une semaine, et puis finalement on coupe aussi une petite ellipse dans un cimetière, dans le cimetière, et où son père explique comment Nicky était quand il était petit, quand il a perdu sa famille, et qu'il devait qu'il revenait tout le temps au cimetière pour voir sa mère, la tombe de sa mère, puis tout ça. Et on sent que Henry se rend compte quand même que même si ça l'excuse pas d'avoir été un connard, que peut-être que Nick a eu une enfance qui était pas super simple, et que voilà, quoi. Donc finalement, ça coupe, et on se rend compte que y a Nicolas Cage qui est tout seul dans le bowling, qui est habillé, puis qui a une espèce de boîte de toutes les choses qu'il avait laissées là finalement. Et Henry vient le rejoindre, puis il lui explique que finalement ils partent à la guerre, quoi. Donc faut qu'ils restent ensemble. Ouais, puis ils ont une amitié qui est tellement vieille que au final ça dépasse là ce désaccord, ce moment où
où Nikki a foiré. Et en plus, on apprend que Nikki est quand même retourné voir Sally pour lui demander comment est-ce qu'elle allait et qu'il a essayé un peu de rabibocher les choses parce que oui, lui aussi value l'amitié que Sean Penn a et qu'il a pas envie que Sean Penn le voit comme un abruti. Ouais, puis il s'est rendu compte qu'il avait fait un peu le con. Oui, mais il s'est rendu compte qu'il a fait le con parce que parce que Henry lui a dit qu'il avait fait le con. Cette scène finit un petit peu là-dessus. Il y a pas beaucoup j'ai marqué, j'ai vraiment beaucoup aimé, tu sais, qu'il y a un heartfelt talk between the two, qu'il y a de l'émotion, mais qu'il y en a pas trop, que c'est juste. Oui, c'est très en retenue. Mais qu'il y a quand même une justesse dans cette espèce de tristesse et de crainte par rapport au futur. Ça, j'ai trouvé ça. Ils finissent en se disant, on va à la guerre, il faut qu'on puisse compter l'un sur l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, là, on coupe et on a Caddy qui se rend compte en ouvrant la porte qu'il y a une lettre pour elle et que dedans il y a une carte au trésor. Donc on retombe sur les fameuses cartes au trésor que le père de Henry lui faisait. Donc on imagine bien que cette fois c'est lui qui en a préparé une. Donc elle suit cette carte au trésor, puis finalement elle trouve un cadeau pour elle sous un arbre, l'arbre où il l'avait invité justement à suivre la carte la première fois, aller au lac la première fois. Et dans ce cadeau, dans cette boîte, c'est les chaussures qu'elle avait eu envie mais qu'elle pouvait pas acheter. Et d'ailleurs, je me demande où est-ce qu'il a trouvé les $25 parce que je sais pas où. Aucune raison. Voilà, c'est les chaussures qu'elle voulait. Et en fait, on se rend compte que Sean Penn est pas très loin. Il est juste dans un arbre derrière. Et ils se parlent, ils se rendent compte que finalement, Penn a été un peu con aussi avec elle. Il est désolé. Elle lui dit qu'elle l'aime. Qu'il l'aime, puis elle lui dit qu'il l'aime. Elle lui dit qu'elle l'aime, puis il lui dit qu'ils se disent qu'ils s'aiment. Voilà. Et ensuite... Apprenez le français, Citizen Cage. Et ensuite, on coupe pour la dernière scène du film où, en fait, ils sont en train d'attendre le train pour partir. Nikki et Henry, sont là avec les parents d'Henry, puis, ils disent au revoir à tout le monde, ils disent au revoir à Caddy. C'est là que tu vois bien que Nikki, lui, n'a pas du tout de famille, en fait. Il va dire au revoir aux parents de Henry, et c'est ses adieux à sa famille. Et c'est exactement ça. On voit quand même que les parents de Henry considèrent Nikki comme leur fils aussi. Là, il y a cette espèce de petite... il est un peu mis de côté, mais on voit quand même que ça vient du cœur. Puis là, soudainement, le train commence à partir et tout le monde leur gueule dessus. Faut genre, votre train est en train de partir, faut monter dessus. Oh, votre train est en train de partir. Puis là, le train est vraiment parti. Donc là, ils ont raté le train. Et puis il y a Nikki et Henry qui se regardent, puis qui font aller, on fait ça une dernière fois, puis qui commencent à courir après le train. Et d'ailleurs, ils ont plutôt intérêt à courir parce que le train commence quand même à se barrer super vite, là. Et ils finissent par sauter sur le train. Et voilà, le film se termine là-dessus avec Nikki et Henry qui sont attachés à la fin du train pendant que le train s'enfuit. The end. Et c'était les moissons du printemps. Et c'était... bien ou pas bien? Étonnamment, j'ai vraiment aimé ce film. Il a rien de spécial, c'est pas un film spécial, mais c'est un film un peu feel good. Ça fait du bien en fait. Ça fait un petit palate cleanser après Rumblefish, qui est quand même un peu plus intense, qui est un peu plus cérébral. Puis là, du coup, on regarde ce film-là et c'est joyeux, c'est jovial. Bon, c'est un peu c'est gentil. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est propagande ou pas, dans le sens où justement ils mettent beaucoup la guerre dans un coin, puis ils disent pense-y pas, va t'amuser. Je sais pas, mais en même temps ça se comprend. Ouais, je pense pas, mais voilà, c'est un bon feel good. Je pense que c'était la volonté du réalisateur ou du scénariste de faire un film qui soit plutôt dans le côté bon sentiment, qui ne soit pas violent, quoi, qui soit vraiment quelque chose de plutôt positif, où on n'en sort pas dévasté, tout en glissant quelques scènes un peu clés au milieu, mais l'idée c'était quand même plutôt de rester sur quelque chose d'assez soft, je pense. Je suis assez d'accord avec ça, puis je pense aussi que il y a rien qui paraît bizarre en fait dans le film finalement, parce qu'on parle quand même de deux adolescents qui ont 18 ans, qui vont partir à la guerre. Probablement que tu fais tout pour pas penser à ça avant d'y aller. Donc, tu sais, genre, le fait qu'il soit toujours un petit peu plus joyeux, un petit peu plus jovial, pour moi, c'est tout à fait normal. Et voilà, non, c'est ça. La réalisation en tant que telle elle est pas exceptionnelle, mais elle est solide. Elle casse pas trois pattes à un canard. Elle est discrète. Ouais, voilà. Elle est discrète, mais elle est bien faite. Et justement,
elle est discrète parce qu'il y a rien qui nous saute aux yeux, ça veut dire qu'il y a rien qui a été mal fait. Donc tu sais, c'est correct, c'est fluide. Le film se regarde bien, tu vois. Par exemple, le film dure 1h40, ben je les ai pas sentis. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé la performance de Sean Penn qui joue l'idiot / l'innocent. Là, j'ai aimé ça. J'ai aimé la performance de Nicolas Cage qui joue un idiot sympathique aussi. Il a toujours cette face de gars stupide, mais je sais pas pourquoi dans ce film ça le rend relatable. On s'attache bien à lui, genre ça le rend humain. J'ai vraiment aimé ça. Et toi? Je dirais que c'est l'exemple parfait du film moyen. S'il fallait le noter, j'aurais aucune hésitation à mettre un 5 sur 10. Que ça soit dans la réalisation, tout le reste, globalement, voilà, c'était pas mauvais. Mais ça va pas me travailler, quoi. Je l'aurais oublié assez rapidement, je pense. Effectivement, je me suis pas ennuyé. J'ai pas regardé ma montre. Mais en même temps, je vais pas y repenser demain. Je vais jamais le regarder a priori. Il va pas me marquer. C'est pas une expérience qui m'a fait voir des choses différentes. Il y a des choses c'est que des choses qu'on avait déjà vues. D'un autre côté, je trouve que le point positif du film et ce qui marche très bien, c'est je trouve qu'il y a la complicité entre Sean Penn et Nicolas Cage fonctionne bien. Ils ont des personnages qui sont pas unidimensionnels. Ils ont des moments où ils réagissent de manière appropriée, d'autres où comme Nicolas Cage qui est un personnage qui peut paraître qui paraît un peu comme un connard à un moment. Donc il y a un peu de tout. Même au niveau de temps en temps il y a des scènes où ils rigolent ensemble et on a l'impression qu'il y a une vraie complicité, d'autres scènes un peu plus graves où ils s'en sortent bien, comme Sean Penn quand il croise la route de Michael Madsen. Ouais, exact. Donc non, là je pense que la grosse qualité ça va être du film, ça va être ce duo d'acteurs qui fonctionne bien. Même globalement tous les acteurs sont bons, hein. La fille joue bien. Alors peut-être celle qui joue Sally? Non, celle qui Sally, bon, on la voit pas tant que ça. Non, celle qui m'a plus gêné, c'est peut-être celle qui a le collier de perles, donc la fille Gatsby là. Bon, je trouve qu'elle jouait un peu bizarrement, mais non, voilà, le point fort c'est ça. Après voilà, c'est un film sympatoche. Mais c'est ça, tu vois, pour revenir un peu à ce que t'as dit, pour moi par exemple un 5 sur 10 ce serait Valley Girl. Je considère ce film meilleur que Valley Girl. Mais je pense que tu as raison sur un point, la raison pour laquelle... Oui, moi aussi, mais Valley Girl, je mets 4, tu vois. Ok, bah, voilà. Non, mais c'est un exemple, c'est une note, c'est un peu, des fois un peu débile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, il est vraiment au milieu du lac, quoi. J'ai été un peu déçu quand même de sa gestion il l'aborde vraiment de manière très, très sporadique, tout ce qui est sur l'armée et tout, je trouve ça un peu dommage de faire un film sur ce sujet, pas en parler, sans vraiment parler de ce sujet. Sinon, tu fais un film sur autre chose, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Mais je le comprends, en même temps je le comprends pas. Et c'est vrai que en fait t'as tout à fait raison sur le fait que je pense que la grande réussite de ce film, c'est qu'il laisse à ces deux leads finalement, Cage et Penn, et aussi à celle qui joue Caddy, j'ai oublié son nom. Elizabeth quelque chose. Elizabeth McGovern. De respirer finalement et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, de pouvoir prendre du temps à l'écran et de pouvoir montrer une prestation qui est quand même solide et que j'ai trouvé ça. C'est vrai que là, si on devait revenir sur Cage, parce que bien sûr ici on revient sur Cage, puis si on devait essayer de noter la performance de Cage, moi je trouve qu'elle est quand même juste. Elle est quand même juste beaucoup de fois. Elle est quand même solide. Comme je disais tout à l'heure, il a l'air con, mais ça le rend attachant. Ça marche bien. Il y a même des moments où il a une belle prestation, spécialement quand il joue le drunk. Il est juste génial. Je veux regarder Nicolas Cage. La scène du tatoueur, j'ai trouvé très sympa. Elle est super sympa. Surtout, et c'est une des scènes où la complicité marche bien parce que t'as d'un côté Cage qui est vraiment énervé et derrière t'as Sean Penn qui est mort de rire et qui se fout de la gueule de son pote. Mais ça marche bien, ouais. C'est vrai que ça marche bien, c'est très réaliste, c'est très humain, et même les moments où il est un peu plus sombre, justement, le moment où il est un peu plus un connard, quand ils emmènent Sally se faire avorter, j'ai trouvé ça quand même très juste, très bien, et je pense bien honnêtement que j'aurais aucun mal à mettre un 7
Cage sur 10 pour ce film. Bah, c'est ce que je pensais aussi, donc on est raccord. On est parfait alors. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va fermer la porte sur la moisson du printemps. Voilà, donc merci d'avoir écouté ce 4e épisode de Citizen Cage. Vous pouvez nous trouver sur le compte Twitter @CitizenCagePod. Bien sûr sur iTunes, sur voilà toutes vos applications de podcast, sur Spotify probablement. Et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter de nous suivre également pour le prochain épisode qui sera sur The Cotton Club de Francis Ford Coppola. Donc on retourne sur du Coppola. Merci. Merci, à bientôt.